de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Avec Audi Guyane, l'hybride devient Audi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. On a retrouvé aussi notre Facebook Live pour tout simplement les fidèles qui nous suivent par là. On salue tous ceux qui nous écoutent déjà sur Internet, ceux qui ont téléchargé tout simplement Radio Pays sur leur tablette, leur smartphone ou sur leur ordinateur. Bonjour, vous êtes nombreux à nous écouter. Salut également à ceux qui nous regardent sur le Facebook Live et nos fidèles auditeurs dans les différentes communes de Guyane. Bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. On vous l'a dit, chaque semaine, nous allons parler politique et recevoir un candidat aux législatives. Il y en a encore. Il y en aura la semaine prochaine également. Et puis, ça sera l'occasion pour vous d'entendre, d'écouter, justement, savoir ce qu'ils ont à dire. Ça sera à vous ensuite de choisir. Notre invité, c'est Rudy Stephenson. On a titré l'émission aujourd'hui « Pourquoi je suis candidat ?» Vous l'avez vu chez nos confrères de France Guyane. Rudy Stephenson, candidat aux prochaines législatives de 2022. On va vous voyez, ce n'est plus notre chroniqueur qui est en face de nous, c'est simplement un candidat aux élections législatives. Rudy Stephenson, bonjour, comment allez-vous? Alors il va falloir que vous vous habituez, mon cher, qu'on se vous voit. Monsieur Gilles Vernet, bien le bonjour. Un de mes meilleurs chroniqueurs, mais la Guyane a un candidat pour ces élections. Ça sera à eux de vous entendre et de savoir ce que vous avez dans le ventre, Rudy Stephenson. Bien, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Vernet. Ouais. Bonjour à toute la Guyane, pour le coup. Remerciements, parce que on va pas non plus, jouer un jeu malsain. Remerciements à vous, monsieur Vernet, d'une part, et puis à Radio Pays, pour toutes ces émissions, toute l'occasion que vous m'avez offerte de traiter des sujets, pas forcément politiques, mais en tout cas des sujets intéressants. D'abord ça, et puis merci à toute l'équipe de Radio Pays. C'est pas un adieu, mais voilà, je me présente effectivement sous une nouvelle casquette derrière ce micro. Donc voilà, et puis merci aux auditeurs qui m'ont écouté comme chroniqueur, surtout. Voilà, donc et ici on le fait, c'est vraiment par respect pour les autres candidats. Ce n'est pas un jeu, vraiment. Il y a plus d'intimité derrière tout cela, parce qu'on respecte aussi la démocratie. Et on l'a dit aussi pour un autre chroniqueur qui lui sera un soutien, cette fois pour les présidentielles. On respecte cette démocratie-là. Il y a déjà des appels. Écoutez, Rudy Stephenson, mettez le casque, on va voir de quoi il s'agit. Sinon, je demande aux auditeurs, comme d'habitude, de me laisser le temps d'abord de poser quelques questions, et ensuite vous pourrez appeler et poser des questions à notre invité. Allô, bonjour. Allô? Bon, écoutez, je pense que ça doit être pour autre chose. Rudy Stephenson, le titre de notre émission, pourquoi je suis candidat? C'est ma première question que je pose. Pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat à cette élection législative pour être élu en juin
2022 pour devenir donc le député de cette première circonscription, donc de la Guyane, et un député qui se propose effectivement d'amener pas forcément une différence, parce qu'il faut aussi là être clair, ne pas vendre des miroirs aux alouettes, mais en tout cas proposer effectivement de nouvelles discussions, de nouveaux débats et de nouvelles réflexions surtout à la population guyanaise. Mon idée, depuis toutes ces années, a été surtout de trouver le moyen de toujours savoir écouter, entendre ensuite, on peut écouter sans entendre, mais entendre surtout et comprendre ce que la population guyanaise exprime. Quand elle exprime ses priorités, ses urgences, pas forcément dans des moments de crise d'ailleurs, mais cette population-là s'exprime partout sur le territoire, et le rôle du député, au dehors de voter des lois, on a tendance à l'oublier, c'est d'abord être dans cette capacité-là, une vraie écoute et une vraie compréhension, parce que on peut écouter sans comprendre. Et donc premier élément, c'est ça, c'est déjà proposer que le député que je veux être, ça va être un député qui n'est pas dans la réflexion personnelle, n'est pas pour le coup comme ancien chroniqueur aussi dans l'analyse, mais qui est surtout dans l'écoute, parce que comment agir, comment faire ce qui correspond à la Guyane si on n'a pas compris. Donc, et pour ça, si on n'a pas écouté et bien entendu ce que dit la Guyane, ce que veut la Guyane. Donc, à partir de là, oui, les quelques 20 années d'expérience de beaucoup de terrain dans le domaine politique m'ont amené à comprendre que c'est la clé, et c'est le seul chemin. C'est la seule façon de faire. Il n'y en a pas d'autre, et je veux l'expérimenter. Et j'ai pris cette décision, pas seul, mais je l'ai prise pour cette fois, oui, me dire, il faut y aller, il faut expérimenter cette idée, cette conviction, et c'est ce que d'abord je veux proposer. C'est une des raisons vraiment principales pour laquelle j'ai décidé de me présenter, d'être candidat. Je demande aux auditeurs d'être patients là, cette fois ils sont déjà là. Raccrochez vraiment. Je vais vous dire quand vous pourrez appeler d'ici 10 à 15 minutes, ne vous inquiétez pas. Parlez-nous de vous, Rudy Stephenson, votre parcours également, un parcours politique également, mais pas seulement, votre parcours d'homme, de jeune homme depuis l'école par exemple. Je suis un enfant de René Barthélemy, de banlieue sud, comme on dit. C'est là que j'ai fait mes classes primaires, voilà. Ensuite Eugène Nonon, ensuite lycée Félix Éboué. Et déjà au lycée, je pense pas avoir été d'une fulgurance intellectuelle marquante. J'ai eu mon bac avec 10,1 de moyenne, donc mais je l'ai eu. Vous avez l'honnêteté de le dire, mais vous l'avez eu. J'ai la fierté de l'avoir eu, absolument. Malgré tout. Mais pour autant, au-delà de ça, c'est ce parcours au lycée, par exemple, m'a emmené tout de suite à être dans une position un peu délicate, parce que j'ai fait une série littéraire et, par exemple, il fallait choisir une troisième langue. Et à cette époque, très jeune, pour le coup, en tout cas plus jeune que maintenant, faire de l'allemand, faire des langues européennes, et donc du coup, je me suis lancé et j'ai fait par correspondance l'apprentissage de la langue chinoise. D'accord. Pourquoi ? Observant que la Guyane, il y a des Guyanais d'origine chinoise. Absolument. Et depuis un siècle, un peu plus. Et du coup, voilà, c'est aussi ça fait partie de notre quotidien. On a peut-être tellement l'habitude que on ne s'est pas interrogé souvent de cette partie de notre population. Et puis à l'époque, ça me semblait plus pertinent. Je voyais plus de personnes d'origine chinoise autour de moi, par exemple, s'agissant de cette langue, que d'allemand. Ou d'espagnol. Il y a une certaine logique là dans l'espagnol d'Espagne. Absolument. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, au lycée, je pars dans cette aventure, et puis finalement, j'ai réussi à avoir une assez bonne note quand même au bac, et j'ai fait l'Institut des langues orientales dans la foulée. Donc je suis certifié à ce niveau-là, au niveau des langues orientales. Et puis ensuite, la politique étant dans les gènes, étant dans mon histoire familiale, petit à petit, je me suis aussi intéressé, notamment à la politique, mais aussi à l'histoire. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire à Paris 8, en sciences humaines, donc spécialité sciences politiques. D'accord.
Je suis rentré au pays et puis à l'époque l'armée, le service militaire était encore obligatoire. Je me suis fait attraper. En rentrant en vacances. Vous avez servi pour la France. Et j'ai servi pour la France, effectivement. J'ai servi pour la France, mais bon, c'était une belle expérience. Oui, bien sûr. L'armée, c'est une expérience pour les hommes. Ouais. Oui. En tout cas, moi, je l'ai dans ma chair, je l'ai peut-être pas bien vécu, mais mentalement, c'était intéressant. Et du coup, je ne suis pas reparti. J'avais ma thèse à défendre en deuxième cycle. C'est quoi vous vous rappelez? Alors moi, c'est vraiment, pour le coup, c'était dans la matière histoire. Donc j'étais sur les papes d'Avignon. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment. D'accord. C'était pas rien à voir. Alors ouais, à l'époque, la suite. Pour ceux de mon époque, pour ceux de mon époque, en fait, les papes d'Avignon. Oui. D'accord. La papauté a eu deux grandes existences. Hein. Il y a Rome, tout le monde parle du Vatican, mais à un moment donné dans l'histoire, les papes se sont exilés à Avignon. Et puis beaucoup de papes aussi d'ailleurs. Bon, c'est l'histoire, c'est sympa de le savoir. Non, mais c'est bien. J'apprends quelque chose là. Voilà, dans des différents pays chrétiens, catholiques. D'accord. L'Église catholique romaine avec de différentes propriétés. Donc les papes choisissaient où ils voulaient résider. Bon, et puis voilà. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais sinon voilà, c'était une thèse imposée. C'était un thème imposé de toute façon. Et puis donc voilà, j'ai pas souhaité reprendre. Et puis je suis resté en Guyane en fait. Je suis resté en Guyane et j'ai interrompu mes études du coup et je me suis lancé dans une autre aventure, donc dans le privé. J'ai été commercial dans une société informatique créée par un jeune Guyanais, ami d'enfance, et qui cette boîte a grandi et moi j'ai grandi avec quelque part pendant une dizaine d'années. Et j'étais dans ce métier donc de l'économie, de l'entreprise, du commercial. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup sillonné la Guyane, le littoral. Ouais, des jeunes Guyanais qui ont monté une entreprise avec c'est une belle mentalité déjà à l'époque. Je vais pas les citer, je vais pas demander non plus, mais voilà, c'était une époque où c'est l'informatique qui arrive en Guyane, l'internet qui arrive en Guyane et voilà, c'est des jeunes Guyanais qui ont osé à l'époque et qui ont marqué quelque part aussi ces années-là. Et puis donc du coup je poursuis ce parcours dans le privé. Donc j'occupe des postes à responsabilité, directeur commercial à un moment donné, ainsi de suite. Je suis aussi là cadre d'une société de bureautique, enfin bon bref. Et en 2002, je fais une rencontre, celle d'Antoine Karam, que je connaissais par mon père, Elie Stephenson, je le reprécise parce que ça tombe tellement souvent pour les auditeurs, je le rencontre et je rencontre Chantal Berthelot aussi à cette époque. Et je découvre la politique de terrain, la vraie politique de terrain. Chantal Berthelot est candidate en 2002 et je fais ma première campagne électorale en fait, très discrètement, cela étant, et j'apprends beaucoup de choses pour le coup. C'était une législative de la seconde circonscription immense. Pas n'importe laquelle, celle occupée par Léon Bertrand. Et occupée par Léon Bertrand à l'époque. Cette campagne, on connaît le résultat. En 2002, Léon Bertrand est réélu, mais pour autant, voilà, c'est comme ça que je commence en fait à connaître la politique et finalement, sous cet angle politique, à découvrir la Guyane. J'ai toujours voyagé en Guyane. Mes grands-parents ont résidé et ont toujours été installés à Maripasoula, par exemple, à Benzdorp particulièrement pour ceux qui connaissent la zone. Donc petit, on allait chaque vacances, on n'y coupait pas. C'était vacances au bord du fleuve. Alors je vous arrête. Voilà, ça fait partie de ma vie. Juste 2 secondes. Ce qu'on est en train de faire là, c'est important. On l'a fait avec tous les candidats. Il y en a qui ont un parcours plus riche que d'autres. Non, parce que je vois que ça fait longtemps qu'on est sur la 2e question seulement. C'est vrai. Mais, donc j'essaie d'aller plus vite. On essaie d'aller plus vite. Même si, donc, en fait, après, si votre parcours est riche, il est riche. Sur le parcours politique, je vais aller vite. 2004, ensuite, ce sont les régionales de 2004 en l'occurrence. Mais entre-temps, je rencontre des gens au Parti socialiste guyanais et là, pour le coup, je commence à m'intéresser. Et je participe à la demande d'Antoine Karam au congrès de 2003. Ensuite, dans la foulée, des gens comme Jean-Pierre Aron, tout ça, et d'autres, une belle équipe d'ailleurs à l'époque. On se réunit et on fait la campagne d'Antoine Karam. 2004, une campagne très particulière que c'est un contexte pour le coup très enrichissant. Sans rappel. Taubira Otili en tête. Et Antoine Karam perdant.
entre guillemets, selon toutes les perspectives. Oui. Selon les sondages. Et à la fin, voilà, une campagne et d'autres conditions qui font qu'il est élu. Et à partir de là, voilà, il m'invite à assister son groupe majoritaire. Je commence un peu, entre guillemets, une carrière un peu professionnelle dans la politique, comme ça, au conseil régional. J'accompagne ensuite Jean-Paul Ferreira, un ami d'enfance. On est devenant son directeur de cabinet, et ensuite je fais des campagnes et des campagnes et des campagnes, et c'est comme ça que ça s'enchaîne. Ouais. Avant, la campagne de Chantal Berthelot, la deuxième, où elle gagne face à Léon Bertrand et devient députée. Je découvre l'Assemblée nationale avec Chantal Berthelot. Ouais. Les cabinets ministériels, le fonctionnement de l'État. Oui, savoir comment fonctionne un député. C'est ça. Et puis ensuite, je poursuis, je refais un peu du conseil régional à l'époque, je fais un peu de la CTG avec le groupe d'opposition dirigé par Madame Taubira, Fabien Canavi et tout. Bon, voilà, je vais vite, mais il y a eu plein d'autres expériences parce que les campagnes électorales en elles-mêmes, c'était plein d'autres aventures avec plein d'autres élus. On va peut-être y revenir selon mes questions. Pour lesquels moi j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup réfléchi avec d'autres équipes aussi. Ce que je dis et ce que j'ai dit depuis 3 ans là, par exemple, à votre micro, ça résulte un peu de tout ce parcours-là malgré tout. Et puis à côté de ça, j'ai été militant malgré moi au départ en 96 parce que mes petits frères étaient exposés dans ces émeutes, dans tout ce qui s'est passé en novembre 96. Moi, j'y suis allé, et c'était hors de question que je laisse les frangins un peu tout seuls, ils étaient en plus très jeunes. Et puis ensuite, dans la foulée, je me suis intéressé à ce qui s'est passé en 97, états généraux, des documents importants. Et puis, je termine là-dessus, Gilles. Oui. Et puis enfin, après, 2008, parcours, la crise, j'ai été aussi partie prenante avec Monsieur Donsdac, Dominique Mangal, sur les fameux blocages de 2008. Voilà, donc ce sont aussi d'autres mouvements, d'autres participations, d'autres revendications que j'ai voulu porter. Et puis enfin, je termine vraiment. En 2012, je me lance au niveau économique et je crée mon cabinet qui s'appelle Guyane Stratégie Internationale, et un cabinet conseil qui fait de la stratégie et qui accompagne des porteurs de projets. En l'occurrence, on a eu la chance d'accompagner pratiquement parmi les plus gros projets industriels en Guyane. On est seulement à la deuxième question, mon cher Rudy. Désolé. Non, mais c'est comme ça. Après, je suis obéissant, j'essaye de faire. Chacun son parcours, parcours très riche, j'avoue. Allez, du coup, je suis obligé de prendre un auditeur. 25 76 25 et ensuite on enchaîne. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour, Gaguette. Bonjour Gaguette. Bonjour Rudy, mon ami, mon fils. Pouille. Rudy, je suis pas surpris, moi, parce que je parle avec une amie il y a 2-3 jours. Elle me dit, pourvu, Rudy, pas Kavin. Elle me dit, tu crois? Elle me dit, non, il est trop là. Il serait venu, mais il va pas venir. Il va me gêner. Tu sais, je suis une femme franche, tu me connais, Rudy. Oui. Pouille. Bon, mais laissez quelques mots, s'il vous plaît, quand même, Rudy. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Pour Berthelot, au deuxième tour, je viens vous donner un tout petit coup de main, pas beaucoup. Oui, on s'est connus là. Aussi, un petit coup de main au deuxième tour. L'homme au pas à bord, et ben voilà. Bon, ben Rudy, je te souhaite beaucoup de courage. Te parle là, j'ai des palpitations, le frère. Ça va aller. Bon, Rudy. Ça va aller, ça va bien se passer pour tout le monde, Gaguette. Bon courage, Merci. J'étais la première à vous dire, lancez-vous. Toi, tu as travaillé beaucoup pour beaucoup de personnes. J'étais la première à te dire, Rudy, lance-toi, mais Rudy, bon courage, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on prend un deuxième auditeur et ensuite on va peut-être bloquer. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Philippe à l'appareil. Bonjour Philippe, allez-y. Bonjour. Donc, comme vous l'avez rappelé, le rôle d'un député, c'est de voter des lois. Donc, bien sûr, voter des lois, on va faire en faveur de la Guyane, en faveur de l'activité, tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, je vais vous poser une question de candidat à candidat, puisque je serai candidat sur la deuxième circonscription. D'accord. Quelle loi avez-vous l'intention de faire voter pour la Guyane? Merci. Alors, attendez, Philippe. Oui. Vous serez candidat à la deuxième circonscription? Tout à fait, mais on y reviendra. D'accord, c'est votre nom de famille, alors c'est Philippe...
Vous le savez entendre. D'accord. Non, mais je crois savoir qui c'est. Bon, mais merci. Merci beaucoup. Bon, très bien, on a un scoop là aussi pendant la question. Rudy. Donc alors, pour Philippe, une question directe. Et puis merci à nous, à Guéguette. Et puis non, pas de palpitation, Guéguette. Ça, en tout cas, de mon point de vue, ça doit bien se passer. Parce que Guéguette, qui me connaît aussi, je veux incarner aussi d'autres valeurs, Guéguette. Et dans cette campagne, faire passer un message clair, c'est que hors de question qu'on se tape dessus, d'accord, qu'on aille dans des extrêmes psycho-affectifs assez délirants parfois dans des campagnes. Hein, je sais de quoi je parle. Je crois que si on veut respecter à la fois le scrutin et on veut respecter les personnes qu'on veut inviter à voter, hein, en plus, massivement cette fois, ben oui, la responsabilité de chaque candidat, ce sera de se tenir dans des postures et des valeurs sérieuses, respectueuses, de tolérance aussi et de bienveillance. C'est essentiel parce que comment demander ensuite à la population, de nous faire confiance, comment demander à la population, d'être à notre exemple. Si on vocifère, si on part sur sur tout ce qu'on a déjà vu dans des campagnes, à un moment donné, la première responsabilité est portée par les candidats. Mais moi, j'ai rappelé ça. En tout cas, moi, je m'engage clairement à ce micro, et je le ferai pendant toute la campagne, à être hyper sérieux et vigilant sur ces postures-là. Et je n'hésiterai pas à le dire, à tacler s'il faut tacler dans ce sens. Dans le sens où nous allons apprendre à nous respecter. Si nous ne savons pas nous respecter, de candidat à candidat, il faudra apprendre à le faire. Et cette campagne sera l'occasion de le faire. Et puis, je vais vite, je vais passer vite, monsieur Vernet. Je vais je regarde vite, c'est tout. J'ai encore 8 questions. Quelle loi voter? Alors, première chose, il faut être très clair. Ces questions-là, ce sont des questions tellement ouvertes qu'on peut répondre tout et n'importe quoi. Oui. Il y a deux façons de voir la chose, parce que c'est la réalité des institutions françaises. 90%, la majeure partie des lois qui sont votés au Parlement sont ce qu'on appelle des projets de loi. Donc ce sont des textes qui sont préparés par des gouvernements, portés par ces gouvernements à l'Assemblée nationale et au Sénat pour être votés. Voilà, ça il faut être clair. Donc le Parlement, enfin le parlementaire en l'occurrence, n'est pas systématiquement et très peu souvent à l'initiative de loi. Quand il l'est, ça s'appelle une proposition de loi. Donc les parlementaires peuvent proposer une loi. Dans ce cadre, pour proposer une loi, il faut d'abord avoir écouté, il faut d'abord s'être assuré d'avoir bien compris ce qu'a exprimé la population guyanaise, parce que moi je pense qu'il est bon pour elle, mais ce que elle dit qu'elle veut et qui est bon pour elle. Première démarche. Et ensuite, m'asseoir dans ce rôle de député pour écrire cette fameuse loi qui ne peut que correspondre à la volonté exprimée par les Guyanais. Ça, c'est la première rupture. C'est la première rupture. Et pour moi, c'est extrêmement important. L'écrire, cette loi, si elle est écrite sur la base de ce que la Guyane exprime, la loi, elle est juste. La loi, elle a un sens. Et la loi, effectivement, le job, ce sera de la faire voter, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, de la faire vivre, de la faire exister dans le débat national. Très bien, j'ai bloqué le stand. Donc je réponds pas précisément. Je pourrais dire oui, on va revenir sur le foncier, on va revenir sur l'immigration. On s'arrête là. Mais bon. On s'arrête là. Voilà. Je veux d'abord savoir ce que veut la Guyane. J'ai bloqué le standard parce que je vais essayer de quand même poser toutes mes questions. Ensuite, je vais réouvrir, je vais le dire aux auditeurs. Vous y allez avec qui autour de vous? Je crois que c'est important, ça va déterminer un petit peu votre relationnel avec les Guyanais. Qui vous entoure pour aller dans cette campagne? Les premiers sont les membres de ma famille. Et autour, une équipe qui se constitue petit à petit, et je les salue parce que c'est super. L'aventure, je suis sûr, va être belle. Alors, ça va être au niveau de la direction de la communication, un jeune Guyanais, qui s'investit aujourd'hui au pays. Bon, bref, un certain nombre de personnes, des amis aussi, dans les sphères politiques que je fréquente. Bon, je vais pas me cacher que oui, j'ai des amis élus à la CTG, puisque j'ai été partie prenante de cette campagne l'année dernière. On en parle là. Voilà, ces amis qui me soutiennent aussi. Parmi ces amis élus à la CTG, je citerai par contre Jean-Paul Ferreira, qui s'exprimera quand il le voudra. D'accord. Qui très clairement m'apporte son soutien. Et nous verrons donc de quelle manière ce soutien prendra une forme concrète sur le terrain avec Jean-Paul.
pour poursuivre en fait ce qu'on a écrit, ce qu'on a proposé ensemble, ce qu'il a défendu avec toute l'équipe l'année dernière à la CTG par exemple, la notion de Guyane sans limite. Donc je n'ai pas de parti politique qui s'est manifesté. Moi, j'ai eu des discussions avec le parti NFG parce qu'on a fait une belle campagne l'année dernière. Les contacts humains, amicaux et dans le fond aussi. J'en ai beaucoup avec des membres de ce parti-là. Et je salue Myrta Catier et je dis, comme à moi-même, un bon courage parce que bon, je crois que ça aussi, il faut sortir de ça. Et moi, j'irai à la rupture complète. Forme de respect. De respect, de reconnaissance, et de parce qu'on se parle. Oui, bien sûr. Donc faire croire à la population à qui on demande de voter que oui, voilà, c'est mon ennemi, on n'est pas d'accord, et c'est faux. On se parle. Il y aura un certain nombre de candidats, il y en a beaucoup avec qui je parle, que je fréquente, que je connais. D'accord, on échange des SMS, on échange au téléphone. Donc ça aussi, il faut arrêter. Il faut rentrer dans cette sincérité-là des choses. Et donc je parle de NFG parce que voilà, on a fait pour ma part un travail. Et moi, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé à NFG qui voilà, ils le savent. Donc, mais je n'ai pas j'ai pas de parti qui me soutient particulièrement. Très bien. Quel sera votre sujet de prédilection? Et on pourra peut-être revenir sur le slogan. Alors, 2 questions différentes. Le sujet de prédilection de Rudy Stephenson, déjà dans un premier temps, et puis on va rebondir également sur le slogan « Osant franchir les limites ». On en reparle tout à l'heure. C'est presque au pluriel qu'il faudrait en tout cas moi je vais formuler ma réponse parce que c'est compliqué d'avoir des sujets de prédilection parce que si je parle de mes sujets à moi, ce sont des sujets comme tout citoyen qui m'intéressent, qui intéressent Rudy Stephenson. Je peux avoir plein de positions là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est non pas oublier Rudy Stephenson, bien au contraire, mais tout simplement aller écouter, entendre et comprendre les sujets que la Guyane porte. Les sujets qui vont permettre à la Guyane de sortir de la situation actuelle pour construire quelque chose qui va lui correspondre. C'est ça qui m'intéresse. Donc du coup, je vais me positionner dans cette réponse, si vous me permettez, Monsieur Vernet, comme ce député que je veux être. Sujet de prédilection au pluriel, parce que il y a des questions de fond qui, selon moi, ne sont pas traitées. Qui ont besoin d'être traités depuis presque 40-50 ans, depuis la départementalisation sur ce territoire. Et ces sujets-là, il faut les traiter. Le foncier, chez un de vos confrères, j'en ai parlé un peu. Il y a aussi les migrations, pas l'immigration. Parce qu'avant de parler d'immigration, il y a l'histoire des migrations en Guyane. Parce que après, ça nous ouvre des champs pour parler d'identité, si on veut. Mais il faut d'abord qu'on sache de quoi on parle quand on parle d'immigration aujourd'hui et d'où ça vient, ces migrations-là. Un exemple tout simple, la communauté haïtienne constituée aujourd'hui, dans les années 60, eh bien, elle était déjà présente. Et il n'y avait pas le genre de relations, de problématiques en termes de relations sociales que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est une époque qu'il faut quand même connaître. Et en tout cas, il faut s'y intéresser. Et moi, je crois qu'en tant que député, il faut s'intéresser à ces questions-là et non pas aller à chaque fois dans la forme. Aller dans le fond, pour nous, en Guyane d'abord. Et puis enfin, des sujets aussi comme la vie chère, le quotidien. Le quotidien des personnes. On a tendance à penser que le maire est concerné, que le président de la CTG et son équipe, enfin les élus territoriaux sont concernés. En quoi le parlementaire est concerné? C'est tout simple. C'est parce que dans le système français, c'est la première chose qui contraint tout le monde, en tout cas, sans exception, normalement, ce sont les lois, ce sont les règlements, ce sont les règles. Ça vient d'où? C'est voté au Parlement. D'accord? Les collectivités locales, les maires, tout ça, sont eux aussi contraints par la loi, tout comme tous les citoyens que nous sommes. Donc ça veut dire que le député, évidemment, a un rôle. On m'a posé la question, je me permets, oui, il y en a que 2 en Guyane. Mais il y a 2 députés élus. Mais nous sommes 300 000, peut-être 350 000, on ne sait pas. Il y a même débat là-dessus encore. Et il y en aura. Il y a eu en 2017, je l'ai rappelé, des personnes dans la rue. Il y en a eu en 2008. Il y en a eu en 96, 97. Donc, l'élu doit sortir de ce carcan, de cette bulle qui se construit, qui s'auto-construit parfois, et doit faire cet effort permanent de ne pas oublier que la force d'un élu, surtout à l'Assemblée nationale, ne vient pas de sa prestance, de ses réseaux, non, sa force réelle vient de la population
et en l'occurrence ceux qui l'ont élu, mais de toute la population guyanaise quand elle se mobilise, quand elle dit voilà ce que nous on veut. Très bien, je ne savais pas autant bavard, hein, Rudy. J'en profite. J'en profite. Alors, je suis obligé d'équilibrer avec les auditeurs. On n'a même pas encore parlé du slogan, hein, osant franchir les limites. On en parle juste après. 25 76 25. Là, du coup, je suis obligé d'ouvrir le standard. Allô, bonjour. Oui, éloignez-vous pas de la radio, mais oui, allez-y, c'est à vous. Oui, alors bonjour Gilles, est-ce que je voulais te poser une question privée? Privée oui. Après l'émission, du coup, vous êtes en direct là. Ah, c'est pour moi la question ou pour Gilles Vernet? Pour Rudy? C'est pour Gilles. Non, mais non, alors, appelez-nous après l'émission. Le slogan, osant franchir les limites. Oui, l'année dernière, et j'assume totalement avec Jean-Paul Ferreira aussi, de créer cette continuité, quelque part. Pour être clair dans ce que nous avons présenté et ce qu'il a défendu avec toute l'équipe l'année dernière, dans cette campagne régionale, cette élection régionale, pardon, on parlait d'une Guyane sans limite. On a beaucoup essayé d'expliciter cette notion. La notion de oser, c'est le premier temps pour moi qui est essentiel. Dans les contraintes que nous connaissons, et en l'occurrence là, dans la situation sanitaire, par exemple, dans cette fameuse crise, et puis surtout cette gestion particulière de cette crise sanitaire. J'ai une question pour vous là-dessus, donc vous n'êtes pas obligé de développer tout de suite. On peut prendre cette situation actuelle comme référence. Quand je dis osons, c'est faire preuve tout simplement de jouir de sa liberté, de se dire mais aujourd'hui, je peux m'exprimer, je peux dire ce que je pense. Je suis pas dans l'insulte, dans l'invective ou quoi que ce soit. Parce que, évidemment, tous nous avons le droit de penser. Et surtout, nous avons le droit de nous exprimer. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir vécu pendant ces 20 années de terrain dans le domaine politique, de territoire en territoire, quand toutes ces discussions, j'ai toujours eu cette impression, en tout cas, que les personnes manifestaient cette frustration de ne pas pouvoir s'exprimer, et quand elles s'exprimaient parfois, de ne pas être prises en compte. Et aujourd'hui, j'ai envie, dans le osons de ce slogan, dire, mais il faut continuer perpétuellement, même si on n'est pas pris en compte aujourd'hui, il faut continuer perpétuellement. Des collectifs, aujourd'hui, on prend le relais sur des questions sociétales assez fortes. Eh bien, c'est un travail de longue haleine. Et le rôle que ces collectifs-là jouent, manifestement, depuis 2017 en tout cas, a un sens. Et donc, j'ai presque envie de dire, pour tous les citoyens que nous sommes, il faut rester dans cette persévérance. Notre liberté, il faut s'habituer à oser l'utiliser. Et puis, oui, c'est ça qui nous permet de franchir des limites. Les limites que parfois, effectivement, on se met nous-mêmes dans certaines postures. Voilà, je suis assez direct, comme d'habitude. Il y a un ministre des Outre-mer qui vient en grande pompe faire un peu de communication pour signer 40 millions. Et je veux dire, c'est pas un don. Ça n'a rien d'exceptionnel. Faut pas que le Guyanais voit ça comme un cadeau. Quoi. Bien sûr. Ouais. Heureusement qu'il vient signer. Après qu'ils le fassent comme ça, ils font comme ils veulent. Gros, c'est la moindre des choses. Mais 40 millions déjà, c'est pas suffisant et ça le sera jamais. Mais là, le vrai sujet, par exemple, c'est oser, et tous les Guyanais aussi, c'est ce que je propose en tout cas, c'est d'oser, au moment où on discute de la loi de finances, oser regarder, mais dans le budget national, dans le budget de la France, combien d'euros concrètement sont dévolus à la Guyane, à son développement, à son équipement et à faire vivre cet adage, je rappelle, liberté, égalité, fraternité. Combien d'euros? Et ça se passe à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ça se passe sur proposition du budget de l'État, ça s'appelle la loi de finances, c'est voté chaque année, et chaque année on sait très bien combien d'euros la Guyane aura et les collectivités en l'occurrence, pour se développer et assumer ses responsabilités. Oui, j'ai bien compris. Osant franchir les limites. Voilà. Alors du coup, je laisse le standard ouvert, mais par contre, je vois quelque chose passer sur le Facebook Live. Je suis obligé de vous poser la question parce que je voudrais pas que les gens partent dans des erreurs déjà. Vaidaline qui dit « Je ne voterai pas pour un anti-vax ». Vous n'avez jamais dit que vous étiez anti-vax sur aucun média. Ah non, moi je suis d'ailleurs ni pro ni anti-vax. Voilà. Moi, c'était pour répondre à notre internaute. Ah non, et puis, sincèrement, à titre personnel,
pour le coup, je l'ai dit, mais je vais le redire. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Je ne prendrai jamais, d'accord, de position qu'on m'impose. Ce que je propose, c'est qu'on soit toujours en capacité de prendre des positions claires, nettes, précises, qui nous correspondent. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, Provax. Je ne sais pas d'où ça vient, Antivax. Moi, je sais juste qu'il y a une gestion de crise sanitaire depuis 2 ans que je critique, et ouvertement, dans laquelle on voit des incohérences, mais qui sont liées aussi au fonctionnement des institutions françaises, malgré tout, d'accord, et à la manière dont ce gouvernement et ce président ont décidé de gérer cette crise. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis. Ouais. Hors de question que je prenne des responsabilités qui sont pas les miennes. Alors, encore moins de rentrer dans un débat qui n'est pas le mien. Être pro ou anti-vax, pour moi, faire ça, c'est de se mettre dans une difficulté énorme. On renonce à une liberté individuelle de réfléchir, de penser par nous-mêmes à un moment donné. Et je veux dire, et là aussi, c'est des sujets qui sont importants pour moi parce que nous sommes en Guyane dans une particularité qui nous donne une force différente par rapport à plein d'autres régions. Mais je propose qu'on campe là-dessus, sur cette force-là, la force guyanaise, d'accord ? Et cette force-là, c'est de dire, attention, on est suffisamment loin pour prendre parfois certains reculs vis-à-vis de ce qui se passe au national. Très bien, je vous laisse développer comme je laisserai développer tous les autres candidats et depuis le début du Grand Forum. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Oui, monsieur le candidat, dites-moi, vous avez fait entendre que vous ferez passer les propositions des Guyanais. Enfin, j'ai pas les mots exacts que vous avez utilisés. Oui, c'est à peu près l'idée. Voilà. Comment allez-vous présenter cette formule, disons, oui, aux Guyanais dont vous avez l'intention d'écouter, d'entendre, afin de porter. Comment ça va se prendre? Vous allez les réunir secteur par secteur. Chacun va vous envoyer à volo courrier. Comment ça va se passer? Oh, c'est intéressant. Oui. Merci pour la question. Merci. Je réponds. Oui, allons-y tout de suite. Merci de poser la question. C'est pareil. C'est aller faire simple au lieu de chercher compliqué. Comment on communique aujourd'hui? Les réseaux sociaux, Internet, quand ça passe, évidemment. Comment on se voit? On se rencontre dans des lieux, on fait des réunions quand c'est possible. Comment on va effectivement essayer de toucher un élu, en l'occurrence pour un député dans sa permanence. Il y a tellement de façons de se parler, de se voir, et il y a surtout tellement de façons d'éviter de conserver cette distance entre l'élu, une fois qu'il est élu, et la population. Le problème, et je dis merci pour cette question, le problème c'est pas tant la méthode qu'on va choisir, parce qu'il y a tellement de façons, encore je le répète, de communiquer, de donner les informations. Je vous prends un exemple simple, je l'ai dit dans un autre média, là, si on peut parler de méthode, je considère, et je vais là être très clair là-dessus, en termes de fonctionnement, député, j'assisterai à toutes, si possible, en tout cas au maximum de séances plénières de la CTG. J'assisterai autant que possible à des conseils municipaux clés ou importants, et sans attendre qu'on m'invite, d'accord, parce que c'est comment effectivement l'auditeur a raison. Comment écouter, comment entendre pour pouvoir comprendre. Il faut bien aller quelque part pour le faire. Donc ça déjà en termes de fonctionnement, c'est assez simple à comprendre. Après en retour, ben oui, il y a 10 000 façons. Vous savez, moi aujourd'hui j'ai des réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui me contactent comme ça. Donc, on va pas réinventer un système soi-disant compliqué. Il faut rester dans notre réalité et créer et maintenir surtout, et sinon créer ce lien avec les gens tel que eux, ils fonctionnent aussi. Rudy Stephenson, on va enchaîner les auditeurs. Prenez note. Oui. Et je vous assure, faites-moi la promesse de faire des réponses plus courtes, oui. Je vous assure, parce que j'ai pas posé la moitié des questions. Il est déjà 12h28. Faites-moi cette promesse. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Le prénom? Lucette. Lucette, allez-y. Oui, je n'ai pas de commentaire à faire, juste une petite remarque. Dites-nous. J'apprécie la vision. Et comme il l'a expliqué, monsieur Stephenson, même si on ne s'aime pas, même si on est dans les camps opposés, il faut qu'on arrive à se parler.
Je dis ça par rapport à la remarque, à la petite remarque faite sur Facebook dont vous avez fait part. C'est pas parce qu'il est anti-vax, il faut voir ce qui est proposé et ce qu'il y a à l'intérieur du discours. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Bah, je suis ni pro-vax ni anti-vax pour le coup. On va enchaîner. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allez-y. Oui. Attendez, j'enlève mon... Allô? Oui, allez-y, c'est à vous. Bon, alors, bonjour Rudy, et bonjour à Gilles Bernet, bonjour à tous les autres. Alors, moi je voulais vous dire, Monsieur Macron, on l'a comme député aujourd'hui parce qu'il est venu incarner le projet des Français, c'est-à-dire le changement. Il l'a fait. Ça a été dur pour Monsieur Hollande, sans reconnaissance, mais la Guyane aussi l'a fait. Désolé pour le président Alexandre. C'était 2 ans venant du même bassin. C'est-à-dire que ces 2 personnes avaient été... Aïe. Bon, écoutez, je vous garde, chère auditrice, je vous garde. On va rester avec nous. On enchaîne avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour à tout pays. Bonjour, allez-y. Bonjour. Bon, oui, je voudrais faire remarquer que le discours que M. Rudy a, ça fait longtemps qu'on attend un discours comme ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est comme le député Gabriel Serville, excusez-moi, il a compris le rôle il a compris son rôle. Il doit être la voix du peuple. Il y en a beaucoup qui l'oublient, ils sont la voix du peuple. Ils ont été élus pour ça. Non pas parce qu'ils font partie d'un parti, non pas parce qu'ils ont des convictions personnelles. On n'en a rien à faire de leurs convictions personnelles. Il faut qu'ils soient capables de faire entendre la voix du peuple. J'écoutais une émission qui disait oui, par exemple, le parrainage pour le président, on doit rendre ça secret parce que les maires, il faut pas qu'il y ait de représailles dans leur choix. Le maire, il est là pour entendre la population et répondre à leurs besoins. Ses convictions, sa pensée, on n'en a rien à faire. Il doit être la voix du peuple. Maintenant, après, c'est normal qu'il le fasse avec sagesse, qu'il cherche les meilleures manières de le faire, mais son rôle, c'est être la voix du peuple. C'est ce que je voulais dire, et merci à Rudy, et j'espère qu'il va aller loin, parce que ce discours-là, on n'entend pas, il est très rare, parce que beaucoup sont là pour manger le gâteau. Il y a une grosse part de gâteau et tout le monde veut sa part. Et les gens oublient leur rôle, pourquoi ils ont été élus. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va demander à notre auditrice si elle veut de nous rappeler de tout à l'heure. T'es pas sur la bonne ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Stephenson, vous dites tout ça en période d'élection, vous allez changer, vous allez faire, en prétextant que ceux d'avant n'ont pas fait. Je résume, hein. Oui. Vous avez parlé je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait, par contre. Ouais, ça... Ah non, mais ça sous-entend. Non, je n'ai pas sous-entendu non plus. Je suis clair dans ce que je dis. C'est important, et je ne ferai pas de débat avec vous, mais c'est important parce que moi, je suis comme vous, je m'attache aux mots. C'est très, très important pour moi. Après, je peux dire ce que je veux. C'est-à-dire, vous ne critiquez pas les anciens. Mais si je critique, par contre. Là, oui. Mais quand je critiquerai, oui. Bon, pas de souci. Allez-y, excusez-moi. Ça lève mon ambiguïté sur le sujet. Excusez-moi. Vous avez parlé de points forts de la Guyane, spécificité de la Guyane. C'est vrai qu'on en parle souvent, les politiques vous en parlez souvent, mais concrètement, de quoi parlez-vous, s'il vous plaît? Les spécificités, hein? C'est ça? Oui. Ça. Les points forts, surtout. Oui. Les points forts, surtout. Voilà. Oui. Alors, Monsieur Vernet, je ne sais pas si je réponds maintenant. Allons-y. C'est gentil. Allons-y. Donc j'essaye d'être obéissant dans ce rôle et tout à fait naturellement. Non, mais cher auditeur, en fait, bon là aussi, c'est évidemment c'est très large. Donc je me contenterai en tout cas là d'exprimer pour le coup ce que je pense pour l'instant et de ce que j'ai pu comprendre de ce qui nous arrive en Guyane. Les spécificités, certains d'ailleurs réfutent ce terme et je suis un peu d'accord pour parler plus de particularités. Soit. Mais en tout cas, en Guyane, on dit quoi la plupart du temps? Et ça, c'est neutre, hein, c'est objectif en tout cas. Un sol riche, voilà, un territoire en tout cas, avec énormément de potentiel. Un territoire, alors quand je parle de potentiel, donc naturel, mais dans le naturel, il faut comprendre aussi en termes donc de démographie, donc en termes d'humains aussi, d'êtres humains qui peuplent cette terre, enfin qui vivent dessus.
on a des particularités qui font que ça fait naître des intérêts dans la nation française. La nation française a des intérêts en Guyane, tout comme elle en a ailleurs, hein, mais parlons de nous. La nation française a des intérêts en Guyane. Et la question sur les spécificités, moi je la comprends comme ça. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos forces, nos richesses ? Pour que nous, à un moment donné, nous soyons capables de dire en Guyane, mais c'est quoi notre intérêt ? Dans la nation, c'est quoi notre intérêt ? La nation a ses intérêts, il n'y a pas de problème. Mais nous, en Guyane, c'est quoi notre intérêt ? J'ai entendu et j'entends encore, on recherche quoi tous ? On recherche de la justice. Justice sociale. Justice d'ailleurs sous toutes ses formes. Le terme justice. Et pour moi, ça va être effectivement un élément essentiel. Je crois qu'on recherche de la justice. Et des fois, quand on parle indépendance, autonomie et tout, moi j'entends beaucoup de Guyanais qui parlent pas forcément de ça, mais par contre, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de justice. Justice sociale. Parce que notamment. Ce n'est pas effectivement, il y a des situations qui sont effectivement pas normales et qu'on peut comparer à ce qui se passe ailleurs dans la nation. Et c'est là que je dis. C'est ce qui crée les mouvements sociaux dans les rues. Mais ça existe ailleurs. Mais parlons de la Guyane. Parlons de la Guyane. Comment expliquer et comment se dire, mais comment sommes-nous Français en Guyane ? On peut pas le dire comme les Bretons, comme les Corses, par exemple. C'est une autre histoire, mais malgré tout, c'est cette République française qui est une et indivisible, qui prône liberté, égalité, fraternité ensuite. Dans cette République-là, eh bien oui, on a le droit de se poser la question à chaque crise d'ailleurs, mais comment nous sommes Français finalement ? Comment nous sommes citoyens français ? Elle est où la justice de la République ? Très bien. Et c'est donc, parler de nos spécificités, monsieur Vernet, je vais vite. C'est, en tout cas, répondre à cette question, cher auditeur, selon moi, qui est très large, hein, c'est tout simplement comprendre que, voilà, nous sommes forts de richesse, d'accord, au pluriel. Maintenant, qu'en faisons-nous ? Très bien. Cette force. On a répondu à tout le monde puisque les autres c'était pas forcément des questions. Hein. C'était pas forcément des questions. Rudy Stephenson, vous avez énormément d'expérience en politique. Vous l'avez dit au tout début lorsque vous êtes présenté. Vous avez connu le succès et puis peut-être un échec, pas peut-être, sûrement sous nos yeux. C'est la fameuse dernière élection Remire-Montjoly, cette fusion, la Maganti que vous avez essayé de mettre en place, mais qui n'a pas fonctionné, qui était presque irréalisable. En tout cas aux yeux des électeurs de Remire-Montjoly. Comment vous le vivez ? Comment vous le prenez cet échec ? Est-ce que c'est pour rebondir ? Ensuite, on parlera ensuite de la collectivité territoriale de Guyane. Là, du coup, une fusion qui a fonctionné. Et celle-là, celle de Remire-Montjoly. Alors, c'est un échec. J'ai connu d'autres échecs. Hein, alors pour les auditeurs, que les choses soient claires, c'est parce que vous étiez derrière. Hein, directeur de campagne. Directeur de campagne, voilà, c'était important pour nos auditeurs. Je suis pas arrivé tout de suite, donc pour celle-là en particulier, mais bon, après j'ai été directeur de d'autres campagnes. Mais j'ai connu d'autres échecs, monsieur Bernier. Oui, non, enfin celui-là était le plus récent. Le deuxième mandat, j'accompagne Richard Lobby, son deuxième mandat. Bon, on peut considérer que c'est un échec. Alors attention, quand on dit échec, c'est en termes d'élection, les candidats n'ont pas gagné. Sur cette idée de fusion, alors j'ai l'impression que c'est ça la question. Bien sûr. L'idée de fusion, moi, ce qui m'a plu entre ces deux candidats, c'est tout simplement ce que ça veut dire que fusionner. À un moment donné, plutôt que d'aller seul. Alors, il y a deux façons de faire. On fait des calculs mathématiques qui servent pas à grand chose, hein, parce que les gens restent libres de leur vote, et on le voit à chaque élection, mais en a tendance, je sais pas pourquoi, par magie à l'oublier, ou à vouloir l'oublier. Les gens sont maîtres de leur vote, et je les invite à rester maîtres de leur vote d'ailleurs. Mais quand en dehors des calculs mathématiques qu'on peut faire, moi ce que j'ai voulu retenir, c'est ce choix que deux candidats font. Pas facile, hein. Pas facile, parce qu'il y a des équipes, il y a des gens, c'était un scrutin de liste. Donc c'est pas que le candidat qui est concerné. En tout cas, de se réunir, d'aller ensemble. Un jeune, pour le coup, Lama, enfin jeune pas en âge, mais en politique, et puis un ancien de la politique. Absolument. Ça m'a intéressé. Le projet m'a intéressé parce que je me suis dit ça peut correspondre à quelque chose. De trouver effectivement ce mariage possible entre mariage de génération et la nouvelle génération. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où les deux candidats étaient d'accord, il fallait que de bâton. Oui, et puis mais dans une fusion, ce qui est difficile aussi, c'est pas que les deux têtes de liste soient d'accord.
il faut que l'équipe aussi suive derrière. Et là, bon, pour le coup, c'est rarement la responsabilité d'un directeur de campagne, mais quand ça suit pas, et les têtes de liste, c'est les hommes, font ce qu'ils peuvent. Après, il y a le choix de la population à la fin. Bon, à Montjoly, les scores ont été, il y a très peu de participation, ça c'est un autre problème, mais sur la participation même très faible, le choix a été fait, tout simplement. Voilà. Par contre, vous êtes l'homme fort du changement des dernières élections à la CTG. Sans vous, pas de fusion, pas de victoire également. Quel enseignement vous pouvez en tirer? On l'a vécu en live, cette fusion de dernière minute qui n'a pas failli ne pas se faire d'ailleurs. Alors, quel enseignement? Moi, je pense qu'il faut. Et vous, en tant que politique aujourd'hui? Non, alors avant de parler d'enseignement, s'il y en a, c'est déjà resituer les choses. Non, je ne suis pas aussi important qu'on veut que vous le dites. Non, moi j'avais un travail à faire en tant que directeur de campagne. C'est gérer les équilibres, en l'occurrence, surtout dans ces situations-là. Et j'avais une responsabilité à titre personnel, là encore, vis-à-vis de Jean-Paul Ferreira, qui m'a demandé lui de faire réussir cette fusion. Mais je suis resté strictement dans mon rôle. Je n'ai pas porté les choix des uns et des autres. En plus, du côté de Jean-Paul, il y avait 5 partis, pas des moindres, qui ont eux-mêmes aussi discuté, qui ont eux-mêmes pris leur décision de fusionner ou pas. Ensuite, de l'autre côté, dans les échanges que j'ai pu avoir, il y avait aussi cette volonté de fusionner. Donc, maintenant, je vais être long, monsieur Vernet, non, si je vais dans les pas détails, long, justement, je veux dire, à un moment donné... Si vous posez la question, elle est précise, c'est quel enseignement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes candidat. Moi, l'enseignement principal, c'est que le contexte a fait que ça correspondait manifestement à ce que les électeurs attendaient. Ça, c'est le premier enseignement. Quand on fait, en politique, ce qui correspond à la volonté de la population, en général, ça marche, En général, ça marche. Donc, j'invite vraiment... je voulais pas rentrer dans les détails, mais avoir un enseignement, voilà. J'invite vraiment à ce genre de... Pas nouveau positionnement, mais en tout cas ce repositionnement au niveau politique. Faire ce que les gens attendent. Et voilà. Et quand on fait ça, je reste persuadé, pour l'avoir vécu des années durant, que ça marche, ça fonctionne. Très bien, c'était juste l'enseignement, c'était important, je voulais pas revenir sur ces élections, bien sûr. Votre regard sur l'actualité, notamment la gestion de la crise. Et là, je pose la question, bien sûr, aux candidats, puisqu'il y a eu des votes, notamment, des votes sur le pass sanitaire. Et là, ça passe à l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont dit oui, d'autres qui ont dit non. Là, c'est vraiment la question du candidat. La question à un futur député. Cette gestion de crise, très honnêtement, on a souvent pointé du doigt la France, la Guyane, puisque voilà, dommage, pas dommage collatéral. Il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron et aussi dans l'Hexagone et aussi en Guyane. Souvent, la France a été pointée du doigt. Par exemple, donnons l'exemple de la France qui n'a pas forcément fermé totalement ses frontières. Enfin voilà, il y a une gestion très critiquée d'Emmanuel Macron qui aurait été à la place du recteur aujourd'hui, c'est compliqué. À la place de n'importe quel président, n'importe quel pays, c'est compliqué cette crise sanitaire. Quel regard vous avez sur cette crise, Rudy Stephenson? Alors, je commencerai par la fin, de dire que c'est compliqué. Sans rentrer dans les détails. On est d'accord. J'ai bien compris qu'il faut me demander de faire court. C'est juste pour avoir votre vision. Il n'y a pas de problème, monsieur Vernet. Permettez-moi d'exprimer donc ma vision. Allons-y. Merci. Donc, du coup, c'est quoi? Je vous entends dire que c'est compliqué, un recteur, et ça n'a pas à être compliqué. C'est le travail de ces personnes, premièrement. Préfet, recteur et tout, c'est leur mission, c'est leur travail. Ça reste compliqué malgré tout? Non, que la situation soit compliquée, je suis d'accord, mais que le travail de ces personnes soit compliqué, j'ai presque envie de dire, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le souci de la population qui, dans son quotidien, par contre, vit des situations compliquées. Là-dessus, je suis très à l'aise. Et dans la posture que moi je propose, c'est pas compliqué. Il faut aller dans le fond. Ce qui est inquiétant et ce qui me permet, là où je suis aujourd'hui en tout cas, de considérer que c'est un échec, cette gestion de crise, c'est l'intervention de monsieur Véran, ministre de la Santé, surpuissant aujourd'hui, grâce à l'article 16 de cette Constitution et cet état d'urgence. C'est cette déclaration terrible pour la démocratie française, pour les institutions françaises, qui n'a eu aucun rebond, manifestement, jusqu'à présent. Le pass sanitaire, je le cite,
le pass vaccinal, pardon, la loi qui institue le pass vaccinal n'est rien d'autre qu'une obligation vaccinale déguisée. J'enlève toute la phrase. Le mot qui est terrible pour la démocratie française et la République française, c'est le mot déguisé. Ça veut dire qu'on va au Parlement français passer un texte qui très clairement est présenté comme quelque chose de factice, de faux, de rusé, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas pas quelque chose de sincère, pas quelque chose qui s'inscrit dans le marbre constitutionnel, qui exige cette sincérité vis-à-vis de la population. On fait du déguisé. C'est ça la situation aujourd'hui dans cette gestion de crise. Ça, c'est le point d'orgue. Je ne sais pas s'ils seront capables de faire pire. Utiliser le Parlement français, parce que c'est bien le cas aujourd'hui, sur la forme, pour faire passer un texte, et la question pro-vax, anti-vax, on est loin de tout ça. Il y a un problème beaucoup plus profond, ça s'appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Pour faire simple, si vous me permettez, allons-y. Il faut bien comprendre, c'est de comprendre qu'il y a un principe simple dans la République. Pour que ça ne soit pas une dictature, eh bien, l'état de droit institue le fait que le droit, justement, les lois, les règlements, s'imposent au président de la République, au gouvernement, à tout le corps politique. D'accord? À la nation. C'est ça l'état de droit. Aujourd'hui, cet état de droit-là est mis en péril et de manière assumée parce que il y a un ministre qui dépose, enfin avec son gouvernement qui dépose un projet de loi qui a pour objectif qui a un objectif déguisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'essaie d'expliquer. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème de fond, il est là. Il n'est plus sur la question de la vaccination. Il n'est plus sur la question de la gestion même quotidienne de crise. La preuve, et je pense que même le préfet a compris qu'en Guyane, dans les prérogatives qui sont les siennes, parce qu'il peut prendre des décisions lui aussi territorialement, il laisse les dancings s'organiser, il permet le carnaval, donc on peut comprendre les incohérences, mais quelque part, ça vient de là. Ça vient du fait qu'on est dans du déguisé. On n'est pas dans cette franchise que la Constitution française impose au corps politique et aux décideurs de la République. On a compris le message. Un regard, désolé, je suis obligé de bloquer le standard parce que je regarde l'heure, je vais débloquer. Un regard sur les présidentielles et peut-être une préférence nationale. Nous sommes en pleine élection présidentielle. Et puis, est-ce que vous avez comme ça une préférence parmi les candidats? En fait, pourquoi je vous pose cette question-là? C'est parce que lorsque vous serez, si demain vous êtes député, il va falloir siéger dans un groupe. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Comment ça se passe? Oui, y avoir pensé forcément. Celui qui dit le contraire, il ment. Ça parce que, enfin, il ment. Enfin, bref, allons-y. Il aura le droit de le dire, ou ne pas le dire. Non, siéger dans un groupe, alors ça, c'est vraiment, pour le coup, la dernière marche. Une fois élu. Mais c'est important. Siéger dans un groupe politique amène un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Mais pareil, ne pas siéger dans un groupe politique aussi, parce que ça existe. Oui, c'est être isolé, quelque part. C'est pas isolé, ça s'appelle non-inscrit. Oui. Un député qui est non-inscrit dans un groupe. Donc voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc moi, je me donne le temps de la réflexion parce que ce qui m'intéresse, c'est d'abord de comprendre. Quand j'aurai bien compris, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, et je suis clair, et en toute humilité, je resterai clair là-dessus. Tant que je n'aurai pas bien compris un certain nombre, parce que je comprendrai pas tout. C'est pas vrai, d'accord? Et aucun élu ne comprendra tout ce que veut la population guyanaise. C'est pas possible. Le reste, là, pour le coup, ce serait mentir. Laissez-leur dire ça quand ils viendront. Moi, je me permets de le dire. Je me permets de le dire, mais attention, voilà, de manière très amicale. Bien Après, sûr. chacun fera comme il veut, mais moi, c'est ma position. Allons-y. Là-dessus, je pense qu'il faut ce temps-là, qui est presque une permanence d'échange pour comprendre. Et quand on a compris, et quand j'aurai compris, arrivé à ce stade, et quand j'aurai surtout compris pourquoi je suis élu, là, le choix sera quand même plus facile, plus éclairé. Ça va être plus facile de faire ce choix à la fin. Et il y avait une autre question, Monsieur Vernet. Non, préférence nationale. Est-ce que parmi, oui, c'est ça. Comme ça, on va peut-être voir votre tendance. Est-ce que vous avez un candidat pour J'ai pas de tendance politique. Ouais. Je n'ai pas de tendance en termes de clivage. Traditionnellement, j'ai une éducation politique venue de gauche. Bon, donc on dit gauche, en fait, c'est les valeurs humanistes, des choses comme ça. Mais j'ai des activités, notamment dans le monde économique, qui m'ont fait travailler beaucoup avec d'autres formes d'idéologie ou d'idées.
Voilà, je travaille avec des groupes, des multinationales, et je l'assume. Et ça a été. Et si demain je dois continuer à le faire, je le ferai. C'est pas un souci. Je sais pourquoi je le fais. Je suis capable de l'expliquer. En tout cas en Guyane. La fameuse les idées de droite, vous savez, bon, très libérales, peut-être pas ultra libérales, mais libérales et tout, ce sont des sujets qui ne me gênent pas. Donc bref, au-delà des clivages, moi mon choix sur ces présidentielles, il se porte sur la candidature de Christiane Taubira. Ah, au moins les choses sont claires. Oui, très clair. Ne tournez pas autour du pot, les choses sont claires. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça a l'air de rien, mais je crois, ça c'est moi, c'est ma position personnelle, je crois que voilà les petits grains de poussière, comme on dit, les graines, graines d'ouri. Café sac d'ouri. Voilà, pour arriver au fameux sac de riz là. C'est un grain de douré important. C'est-à-dire, c'est une candidature d'une Guyanaise. Ça aurait pu être la candidature d'un Guyanais. D'accord ? Je soutiens la candidature de cette Guyanaise. Je ne suis pas, moi, d'accord, comme tout le monde, évidemment. Il y a à débattre sur ce que défend Christiane Taubira, ou ce qu'elle porte. Il y a quelques sujets, mais bon, après, je n'ai pas de débat non plus à mener sur ces sujets-là, ni avec Christiane Taubira, ni avec d'autres. Mais c'est une candidature guyanaise. Donc, à un moment donné, cette cohérence-là, je la recherche tout le temps. Quand bien même je ne vous aimerais pas du tout, Monsieur Vernet, et que j'aurais toutes les raisons de vous en vouloir. Vous vous présentez à l'élection suprême en France, forcément ça va attirer mon intérêt, parce que vous êtes Guyanais. Et à un moment donné, quand on est Guyanais, avec tous les autres Guyanais, c'est définir comment on veut gérer notre relation entre nous. Je parle, moi, beaucoup de la relation à la France, mais il y a aussi cette relation entre nous. Quand un Guyanais fait quelque chose, comment je porte intérêt à ce qu'il fait ? Au-delà de ce qu'il est, d'accord ? Parce qu'il n'est pas une personne humaine qu'on va aimer, qu'on ne va pas aimer. Est-ce qu'on considère qu'il est habitant de cette terre et que, comme moi, il est Guyanais ? Et comment donner vie à cette guyanité ? Pour moi, ça, c'est un exemple. Et il y en a plein d'autres. Ça existe dans le sport, dans d'autres activités. Très bien, Christiane Taubira, c'est noté. 25 76 25, il y a peut-être un ou deux auditeurs qui pourront comme ça s'infiltrer, parce qu'après j'ai encore quand même deux autres questions et ça va pas être simple. Faites plus court vraiment. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Ariel Bourg, on vous écoute. Bonjour. Oui, alors, bonjour Rudy. Bonjour, félicitations. Merci. Même si, on n'est pas d'accord sur tout, mais je respecte, il faut du courage pour se lancer. Et, en tout cas, tu as un discours cohérent, tout paré. Tu es un intellectuel. Malheureusement, je n'aurai pas le plaisir de t'affronter, puisque je ne serai pas candidat dans cette circonscription-là. D'accord. Je veux bien mis quelques joutes. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que tu vas foutre dans cette galère en étant candidat? Oui, j'aime bien. Merci pour la question. C'est pas une galère. Alors, en vérité, quand on commence à réfléchir à ça, peut-être pour d'autres candidats s'ils veulent en parler, mais c'est toujours bien de partager. Moi, j'aime bien partager aussi simplement les choses. Quand moi, en tout cas, j'ai commencé à réfléchir à ça, à parler avec ma famille, mon frère aussi, que je salue, Keïta. Oui, Harry a raison, parce que quelque part, on mesure quand même petit à petit, effectivement, que ça peut être une galère. Alors, c'est pas tant la galère de la campagne elle-même, mais ça va être la galère d'aller trouver les moyens de faire campagne, par exemple. Quand on n'a pas de parti politique ou voilà, un peu comme moi, comme d'autres candidats, ben oui, faut du soutien, faut se battre quand même beaucoup plus pour partager ses idées, pour intéresser aussi quelque part, et voir se faire remarquer dans certains cas. Donc du coup, on peut se dire avant de démarrer quand même bêta guédant. Financièrement, c'est un engagement, tous les candidats le savent. Faut pas croire, on passe par les. Bon, moi je l'ai fait en accompagnant d'autres, mais pour moi aussi aujourd'hui, sincèrement, il y a des candidats. Il va falloir, quand on n'a pas les moyens, il va falloir essayer de trouver le moyen de faire un prêt, de voilà. Et attention au compte de campagne après. Et après, il y a effectivement cette rigidité là, cette normalité qu'il faut respecter à la fin. Donc oui, on peut considérer, comme dit Harry, que Sam Ravine fait là. Et puis du coup, la seule chose qui reste, et qui pour moi en tout cas est importante, ce sont les convictions. Donc moi, en fait, je pars dans cette campagne avec mes convictions et je verrai.
Très bien. 25 76 25. Dernier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Alors c'est Sandrine. J'appelle bonjour, en tout cas pour surtout transmettre à Monsieur Stephenson tout mon soutien. Car j'apprécie beaucoup ses interventions au sein de votre antenne, quel que soit le sujet traité. Je sors moi-même d'un master de droit public, droit des collectivités territoriales en Polynésie française, et j'avoue qu'il est très juste dans tout ce qu'il dit, comme c'est encore frais dans ma tête, et c'est pour cela que j'apprécie vraiment toutes ces interventions. Et je voulais aussi dire que peut-être qu'aujourd'hui, notre population est certainement mûre, prête au changement. Car, comme disait un de mes professeurs, toutes les lois sont passées, ne passent que quand la population est prête, comme le droit de vote pour les femmes, la loi pour le mariage pour tous, et beaucoup de lois passent ainsi quand la population elle est prête. Donc je pense qu'aujourd'hui la population guyanaise est prête et mûre au changement. Voilà. Merci. Très bien, merci pour ces échanges et tous les auditeurs qui nous ont appelés depuis le début. Certains candidats attendent les élections présidentielles pour se positionner. Ils disent attention, on va voir qui est président. Quel regard vous avez sur... Ça peut être un calcul politique sur ça. Vous vous positionnez aujourd'hui, la semaine prochaine il y en aura d'autres. Certains attendent les présidentielles malgré tout. La plupart du temps, la tradition, oui, on va dire ça comme ça. L'usage, c'est que ce genre de réflexion stratégique concerne les partis. Les partis ont intérêt quand même à sous-peser, mesurer l'avenir proche. Ouais. En l'occurrence, qu'il soit de gauche, de droite. Après, il va rester un mois. Oui, mais bon, quand on a une machine électorale, on a un parti, aller en campagne, même tardivement, c'est gérable. Peut-être. Maintenant, quand on est un candidat comme moi, c'est un peu plus délicat aussi. Moi, je souhaitais pouvoir répondre à un certain nombre de questionnements de proches à moi, qui sont assez nombreux, et je les remercie vraiment, assez tôt. Parce que, et pour moi-même aussi, pour avoir ce temps-là, parce que j'ai besoin maintenant d'aller écouter, d'aller entendre et d'aller comprendre. J'ai vraiment ce besoin. Donc du coup, ça a été mon choix personnel. Mais par contre, c'est vrai que en général, c'est toujours le même temps, présidentiel, législatif. Oui. Donc la tradition stratégique, c'est de dire pour les états-majors, bon, on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qui peuvent se négocier aussi pendant une campagne présidentielle. Bien sûr. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. Maintenant, on est dans une ère un peu différente. Ça a changé. On est dans une situation particulière aussi, crise Covid. Cette élection-là, c'est 76% en 2017 d'abstention. On n'était pas en Covid. Là, on est en Covid. Donc, du coup, comment savoir, comment trouver les bons mots, les bonnes façons d'aller à la rencontre, de faire campagne? Eh bien, je pense qu'il y a une autre stratégie possible. C'est de faire une campagne guyanaise. Une campagne qui concerne la Guyane, quand bien même il y a les présidentielles. Mais ça, c'est... Très bien, c'est un choix. C'est un choix. Ma dernière question, Rudy Stephenson, pourquoi la population doit vous suivre? Pourquoi vous? Parce que je ne peux pas m'engager sans elle. C'est pas compliqué. Si la population ne me suit pas, je ne serai pas élu député. Si la population ne me suit pas et que, éventuellement, je peux peser sur ce débat, ce que j'aurai à dire n'aura pas eu d'effet. Donc, du coup, l'intérêt, il est commun. Ça ne peut être qu'un intérêt commun. Je n'ai pas d'intérêt individuel. Alors, c'est pas un plan de carrière, en ce qui me concerne, d'être député. J'ai eu maintes et maintes fois, en 20 ans, l'occasion d'aller dans plein d'élections. Donc, c'est très personnel. Donc, du coup, je suis assez à l'aise sur ce genre de réflexion, de questionnement. C'est faire commun, faire quelque chose en commun. Essayer, et c'est à moi de trouver le moyen d'être dans cette démarche du commun. La population, c'est elle qui a quelque chose à m'offrir. J'ai très peu de choses, moi, à offrir. Donc, du coup, dans cette relation-là, oui, la réponse est comment je peux, moi, trouver le moyen
de faire ce commun avec ma population, les gens avec qui je vis tous les jours. C'est ça. Et comment m'assurer aussi que demain, ce que je dis aujourd'hui aura toujours la même valeur. Ça, voilà, ça, ce sont des vrais stress, en fait, finalement. Et quand on écrit les choses, il faut respecter ce qu'on écrit. Et cette cohérence-là, elle est fondamentale chez moi. Merci, bougez pas. Avec Audi Guyane, l'hybride devient Audi. Voilà, c'était notre grand forum avec Rudy Stephenson. Il est candidat aux prochaines législatives de 2022. Vous pourrez suivre cette émission sur le Facebook Live, sur notre chaîne YouTube également. Merci Rudy Stephenson. Merci Monsieur Vernet. Et bonne campagne. Merci à vous. Et à bientôt pour les prochains débats. Bonnes futures émissions. Avec plaisir, bien sûr. Ça sera sans vous désormais, avec d'autres chroniqueurs. Vous me permettez juste une chose ? Oui, bien sûr. La forme, c'est toujours intéressant et le fond m'intéresse aussi. Donc, je renouvelle mes remerciements à Gilles Vernet en public. Gilles Vernet qui ne fera pas partie de ma campagne, je le dis parce qu'on a eu tellement de choses qui ont été dites, mais comme beaucoup d'amis à moi. Et je remercie au travers Gilles Vernet vraiment toute l'équipe. C'est avec beaucoup d'émotion parce que il est probable que je ne revienne plus à ce micro et c'est important pour moi de le dire, vraiment. Merci beaucoup. Rudy Stephenson était notre invité du Grand Forum. Dans quelques instants, les infos, ça sera le journal d'Arnaud Béhari Lolsirder. À bientôt. À bientôt.